2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Something new. Stop! Give her what she wanted through to Sunday. We want Boston. Ah bah non. Hey, pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Bon, on va dire, si, on a loupé un épisode. Mais on n'a pas loupé la série. Non. Seb, non. comment vas-tu? Ben écoute, ça va après cette petite intermède, de vacances quoi. Ça fait C'est du juste bien, qu'arrive. mais toujours connecté à l'actu NBA tout de même. Et il y en a eu de l'actu NBA dans tous les sens, que Hop, 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 qui hop. concerne les Knicks ou qui concerne d'autres joueurs, ça a été assez riche cette semaine là. Il y a eu plein de trucs. Donc non, c'est ben là on y est là. Alors, là on est en plein post-season là. Là c'est là on est en Ça plein bat son plein, ça y est, les premières séries sont terminées. On avait fait l'émission 155 avec un match des Knicks joué. On était confiants, on s'est emballé, on Ouais. était bien. On 1-0, voulait Boston. 1-0. On voulait Boston. Et les choses se sont un petit peu compliquées. Il y a Et du puis doute. finalement, Voilà, il y est-ce a eu qu'on du aura Boston? Ouais, on va pas. Il y a avoir eu du Boston. doute, après il n'y a plus eu de doute. Et maintenant, il y a des certitudes. Oh, est-ce qu'il y aura pas un peu de doute? On va en parler. Vous savez, à chaque Des fois, il y a certitudes beaucoup de sur choses le- à se dire. Sur l'opposant, je parlais. C'est sûr qu'il y a des doutes. Oh oui, là-dessus, oui. On sait qui nous attend, on sait que ça va pas être simple. Allez, c'est parti, on perd pas de temps, on lance le petit jingle et on fait la petite, bonne grosse rétrospective de la saison 1 face au... De la saison 1, de la série 1 face aux Atlanta Hawks. Allez, c'est parti, on lance le jingle. Non, on lance la- blablabla. Blablabla. On bafoue, c'est parti. Right. It was all good just a week ago. Last week I had everything. Et oui, on s'est pas du tout ennuyé pendant cette semaine, cette petite quinzaine du premier tour des playoffs, que ce soit à l'Est comme à l'Ouest. Il y a eu quand même pas mal de choses, et rien que nos Knicks, eh ben, ils nous ont donné, encore une fois, un bon paquet d'ascenseurs émotionnels. Des moments où on s'est emballé, des moments où on a commencé à douter sérieusement. On voulait virer le coach, on voulait virer les joueurs, tout le monde était prêt à partir. Les joueurs se sont mobilisés, se sont ressoudés, Quoi d'autre? Se sont repris, Ils sont parlés. se sont concentrés, se sont parlé. On ne sait pas s'il y a eu un player meeting. Oh, j'imagine. Peut-être. En tout cas, c'est le moment où il faut se dire les choses et il faut pas trop perdre de temps. Ça reste des séries. Mike Brown a parlé aussi. À un moment donné, il nous a dit bon, moi je vous promets pas qu'on va la gagner. Bon, il parlait de la bague, hein, il parlait pas forcément de ça la a série, été, il parlait pas forcément de la rencontre. Donc attention quand on sort les mots, les non, phrases. non, et puis en plus, c'est que c'est un peu salaud de la part de ces Bleacher Report qui refait ça. Et même derrière. Bon, ils ont piqué une phrase comme ça. Ah, c'est ça, et puis ils l'ont transformé en plus, parce que tous les insiders, que ce soit Begley, Katz, que ce soit Sepurtixanen ou un autre, on dit mais non, c'est pas ce qu'il a dit dans la conférence de presse, on était là, il parlait Les images de dire, enregistrées, on a tout vu. voilà, il parlait d'aller chercher la bague de champion, et nous en fait, on n'était pas lors des conférences de presse, on reçoit ce qu'on nous dit, et donc quand on voit qu'un média comme Bleacher Report, qui est quand même quelque chose Ah, de c'est très sérieux. Ouais. marque ça, on est tous comme des fous, on se dit mais attends, mais c'est qui ce type? Pourquoi il parle? Qu'est-ce Il est ouf, lui, il est ouf. Il y a Ah, pas moi de je suis le coach, je vous dis, je suis pas sûr qu'on gagne. Pas sûr, Voilà. c'est mal barré. Et je pense que les insiders, voyant que ça commençait à prendre feu, ils ont dit non, calmez-vous les mecs, c'est pas ce On qu'il va a dit. ressortir à la conf. La conf, c'était effectivement une équipe menée 3-1, ça peut arriver. Une équipe menée 2-1, ça peut arriver. Il avait dit, ça se refait hein, en retard. il avait même cité OKC en disant que bah, justement ils avaient Voilà. été menés 2-1 et qu'ils avaient été au bout, donc faut pas machin. Voilà. Il a dit oh non mais après ça, je vous promets pas qu'on va aller au bout. C'est Voilà. pas ce que je dis. Hein. Je fais une comparaison comme ça. C'est Voilà, l'exemple qui me vient en tête. exactement. Mike Brown, bon,
Au-delà de ses déclarations, des fois un petit peu douteuses, maladroites, c'est son style, hein, c'est pas le style Thibodeau, renfermé brut. Il aime bien parler. Hein. Il aime bien parler, Mike Brown. Il aime bien parler, il aime bien rigoler dans la victoire comme dans la défaite. C'est un bon communicant, en tout cas, c'est un bon client pour les médias. Il lui donne de la matière. On sait qu'à New York, de toute façon, le moindre déclaration, ça fait parler. Il y a eu beaucoup de choses à dire sur cette série. Une série qui se termine avec un bilan de 4-2. Heureusement, les Knicks passent la malédiction, la curse, soi-disant, des vainqueurs de la NBA Cup. Vrai, hein. c'est vrai. C'est les premiers vainqueurs de l'histoire de la NBA Cup qui passent un tour de playoff. Alors, voilà. Donc, faut pas dire, ouais, les Knicks, nanana. Bon, les Knicks n'ont pas toujours bonne presse et il y a eu des matchs qui ont été dans le sens de se faire battre. Hein. Ils ont tendu le bâton pour se faire battre, non pas une fois, mais 2 fois. 2 défaites en coup sur coup d'1 point. Et t'as vu ce qui a été dit? Ce qui a été dit aussi, c'est que c'est sur les 4 dernières années, c'est la seule équipe qui est 2 fois au second tour. Au second tour. Voilà, et depuis sur les 4 Mine dernières de rien, il y a une certaine forme de régularité dans la post-season. On verra jusqu'où elle va celle-ci, mais oui, il faut aussi constater, reprendre un petit peu de recul. Pour l'instant, on va pas se satisfaire d'un premier tour. L'objectif, il est haut. L'objectif, il a été rappelé à de nombreuses fois. La saison régulière, ça reste la saison régulière. Ils ont terminé que 3e, derrière Boston. Mais voilà, il y a un second tour qui va se jouer. Le premier tour, c'est jamais évident. Il y a l'avantage du terrain. C'est jamais évident de le conserver. On l'a vu. Les Knicks ont d'une certaine façon toujours une cible dans le dos. C'est pas les champions en titre, mais se taper New York... ça fait plaisir à tout un tas de franchises, à tout un tas d'équipes, surtout les petits marchés, on va dire ça, et Atlanta c'en est un. On a voulu nous faire croire que CJ McCollum, ça allait être le successeur de Trae Young, ça allait être le vilain, l'affreux, celui que le Garden allait prendre en grippe. Ça, c'est un peu... Ça a fait pchut, c'est encore un peu du buzz de médias qui essaye de nous faire monter des hypes. Exactement. Là où il n'y a pas vraiment besoin, quoi, en plus. Même lui avait dit après c'était le game 2, il avait dit non mais je suis pas un méchant moi. Il dit moi je suis un père de famille, je joue au basket. Voilà. C'est ça. J'ai des paniers, ok, mais. Et puis en plus, ce que je veux dire par là, c'est qu'il a pas eu de gestes provocateurs comme à la Trae Young, tu vois. Il avait rien eu. Le mec était venu faire son job de basketteur. Et mais parce qu'il s'était pris le bec avec Alvarado. Et d'ailleurs, ça aussi, parce qu'on a voulu faire monter une espèce de rivalité avec Alvarado. À la fin du Game 6, McCollum est avec Alvarado, il prend ses filles dans les bras, tu sens qu'il y a une vraie... C'est des anciens coéquipiers en plus, ils ont joué ensemble aux Pelicans à Nouvelle-Orléans. Donc ils se connaissent, j'imagine qu'ils s'apprécient pour qu'il ait comme ça une telle proximité avec les enfants d'Alvarado, c'est que quand même, tu vois, ils se connaissent, je pense, en dehors du basket. Donc, je sais pas si Jim McCullum n'a pas été à un moment donné président ou vice-président du syndicat des joueurs. Il me semble qu'il y a eu quelque chose comme ça aussi. Et donc voilà, je pense que c'est un bon gars dans le sens apprécié aussi de pas mal de ses coéquipiers légitimes, qui fait pas de vagues. Un bon joueur, clairement. On l'avait un peu peut-être enterré un peu trop vite avec son passage aux Wizards, qui n'était pas fameux. Un joueur qui est plus non plus dans sa première partie de carrière. Il est plus proche de la fin que du début. Là, je suis sur un article de Basket USA et donc qui date de 2021 et il venait de succéder à Chris Paul au syndicat des joueurs. Donc, pas le même caractère. Voilà. Autant un Chris Paul qui peut être pris en grippe par certains joueurs, ouais, on peut. Voilà. Mais CJ McCollum, c'est pas forcément le joueur qui fait des vagues. Et il nous a remontré qu'il avait quand même encore du bon basket dans les mains. Et ça a été le cas coup sur coup sur 2 matchs, les 2 victoires des Hawks finalement sur cette série. Bravo à eux, mais pas suffisant non plus pour durer sur cette série, quoi. C'est vite rentré dans le rang côté CJ McCollum. Alors est-ce qu'il y a eu des ajustements côté défensif par les hommes de Mike Brown? Possible, sûrement. Est-ce que briller sur un match, c'est possible et ça a la portée de tout un tas de joueurs NBA? Sûrement. Est-ce que briller sur toute une série, c'est autre chose? Eh ben oui, on l'a vu. Et heureusement, en tout cas, pour les Knicks. Est-ce qu'on a douté? Est-ce que tu as douté quand les Knicks ont été menés 2-1 après ces 2 défaites d'1 point?
on se rappelle, avec une avance qui a été dilapidée dans un quatrième quart-temps au Madison Square Garden lors du match 2, ça faisait tâche. Je vais relancer les images de la série au passage, si on veut se refaire du mal. Mais après, c'était un match à Atlanta qui n'était pas forcément fameux. Le match 3... Mais les Knicks qui reviennent, a laissé des regrets. Comeback. Tu mènes dans les 2 dernières minutes. Jalen Brunson qui pour le coup là dans le Money Time a pas été très bon et en fait perd des ballons alors qu'on aurait pu tuer ce match et on le perd et encore une fois on a le ballon pour la gagne et on le prend pas parce que le ballon pour la gagne de Mikal dans le game 2 il est super chaud. Voilà, pareil, il y a eu un petit drama par les médias qui nous ont dit à un moment, enfin qu'on fait croire par erreur, qu'il restait un temps mort sur la dernière possession à 5 secondes en fait, McCollum a 2 lancers. Hart prend le rebond et en fait sur le synthé donc c'était d'ESPN je crois, il était marqué comme quoi il restait un temps mort. Et en fait, Hart tout de suite relance pour Mikal qui, comme à son habitude, évite le contact, il fait une espèce d'hésitation, prend un tir très contesté, ça tape sur les rebords. C'était quand même assez inespéré au vu du match. Qu'on remporte ce match, ça aurait été un braquage et on gagnait pas. Et en fait, donc derrière, tout le monde était en mode attends, il restait 5 secondes, pourquoi Mike Brown prend pas le temps mort tu fais quoi? Et en fait, Mike Brown a dit après, mais non, s'il m'a resté, évidemment, je l'aurais pris, mais là, il la restait pas. Et en fait, même derrière les autres médias, on dit non, mais en fait, ça a été un problème de synthé, d'affichage. Ça a induit en erreur tout le monde, parce qu'en fait, il n'y avait pas de temps mort. Quoi. Donc, mais on sent, en tout cas sur cette série, que le moindre prétexte, le moindre petit truc qui va dérailler le petit grain de sable dans le jeu des Knicks, dans le coaching, dans les déclins, tout de suite, ça va être repris par les médias. Il y a un petit côté... des hyènes assoiffées de sang, affamées. Passer, quoi. On laisse rien passer. Et c'est curieusement contrastant avec ce qui se passe sur d'autres séries, d'autres équipes. On aura l'occasion d'en parler dans la seconde partie. Où il y a peut-être un peu plus de... c'est pas grave, on trouve des circonstances atténuantes, tout ça. Les champions du cœur de la saison régulière. Ouais, parce que c'était le favori. Non, mais on s'est dit, ils ont fait une belle saison. On pense qu'ils vont faire... Bon, on va en parler tout à l'heure. Les Knicks, on leur tombe dessus direct. C'est fou, en fait, cette différence de traitement. Alors, c'est pas pour nous déplaire, parce que c'est New York. C'est New York, c'est toujours comme ça. On a envie de voir... Enfin, pas nous ici, clairement pas, mais globalement, les gens ont envie de voir New York se casser la gueule, quoi. C'est ça, pour dire vous avez vu, à la Cup, vous l'avez gagné, mais c'est bidon, parce que si, parce que ça, Brunson trop petit, trop pas assez de passes, Enfin, j'ai l'impression que, voilà, c'est... le moindre faux pas va être vous avez vu, ils sont vautrés. Bon, ça a été compliqué sur ce début de série, ça a commencé par ces 2 défaites d'un rien, et donc je réitère ma question, t'étais inquiet à ce moment-là ou pas, toi? À 2-1. En fait, le match 3 m'a laissé beaucoup de regrets. Parce que comme je disais, contrairement au match 2, là quand même, c'était un match qu'on aurait pu ou dû remporter. Ouais, et du coup, filer le 1, le 2, le 3. Ouais, et du coup, en fait, on est mené. Tu te dis, c'est quand même compliqué. On voit que Jalen Brunson est ciblé continuellement par l'attaque de Atlanta. On sent que on a l'impression que ça panique peut-être un peu au niveau sur le banc. On a un Mike Brown qui semble pas hyper confiant, ou en tout cas qui trouve pas encore les bonnes clés. Pas très inspiré. Ouais, donc c'est l'attaque balbutie. Karl Anthony Towns qui marque pas. La défense. Michael Bridges qui fait des zéros, pointés, qui est benché dans des quatrièmes cartons. Enfin bref, tu te dis putain, c'est en train de tourner au mélodrame, et surtout quand tu vois les autres séries, tu vois, avec les têtes de série qui sont mal embarquées. Tu te dis putain, mais c'est quoi ces playoffs quoi. Et ouais, j'ai pas été hyper rassuré. Le match 4, là ils sont arrivés, tu sens que en effet, que ce soit le coaching staff, tu sens qu'il y a eu de la vidéo,
tu sens qu'il y a eu du débriefage, du débriefing, tu sens qu'il y a quand même eu des plans qui ont été mis, qui ont été dessinés, qui ont été mis en place, en mode, attends, il y a des choses là qui vont pas, il faut qu'on rectifie, au niveau de la défense notamment, et la défense est montée d'un cran. L'intensité. Le début ouais. du match 3 était pas bon. Non. Et du coup, Atlanta chez eux en confiance, ils nous sont rentrés dedans d'entrée de jeu Bien et sûr. on a été à la traîne. Les shoots qui rentraient pas non plus. Moi, à l'issue du match 2, je me dis bon, on l'a laissé filer, c'est con. Voilà, on gâche une occasion. C'est pas, Bon, ça arrive hein, de perdre. on Attention, attend une t'allais pas faire réaction. 4-0, 4-0. Hein. Ouais, on attend une réaction. Limite, bravo pour Atlanta, ils devaient venir chercher un match à la maison, ils l'ont pris. Bon, ouais, c'est le début de série. Le clutch time, on le gère pas bien. Bon, ok. Troisième match, l'entame de match, poussive. On se dit, mais attends, c'est les Knicks qui jouent ou c'est les Manchester Knicks en fait quoi. Il y avait quand même quelque chose de très inquiétant. Un Mikal qui passe complètement au travers de ce match-là. Un Shamet. Oui, il jeu, avait hors rotation. Shamet sur toute cette série, malheureusement. Ouais. Lui, c'est le point négatif de la série. Là où il a fait plutôt une relancé. belle régulière. Voilà, c'était compliqué. Lui, Shamet, McBride sur le début, c'était très compliqué. Heureusement, on a retrouvé du McBride. Mais Shamet, ouais, c'est celui qui a le plus souffert dans cette série, je serais tenté de dire. Mais ouais, le match 3, très inquiétant parce que l'attitude n'était pas là, on a été poussif, on se retrouve à jouer encore un money time qu'on n'arrive pas à conclure, là où on pensait justement que les Knicks, avec l'expérience, avec un collectif qui avait du vrai vécu ensemble, avec un Jalen Brunson qui est clutch, ça c'est quelque chose que tout le monde sait, mais ça se sait tellement que la défense d'en face aussi, elle le savait, et la dernière action, la dernière possession, elle a été très mal construite, embarquée. Voilà, en plus on n'est même pas en capacité de shooter quoi. C'est ça qui est frustrant. Il te reste du temps, t'embarques, tu vas te coincer, tu te prends 2 défenseurs sur le dos, tu refais une passe en retrait foireuse, un Josh Hart qui s'attendait peut-être même pas à l'avoir. Et voilà, vraiment frustrant ce match 3. Mais les Knicks nous ont rassurés derrière. Et après, ça a déroulé le match 4, le match 5 et le match 6. Non, mais le match... Est-ce qu'il faut en parler On va en parler. Moi, le match des superlatifs, mais... Moi, le match 6, j'ai jamais vécu ça en tant que fan des Knicks. Non. C'était embarrassant pour Atlanta. Mais les autres matchs, les matchs 4 et match 5, c'était les matchs que tu attendais, en fait. La réaction que tu attendais, que ce soit défensivement ou offensivement. Je trouve qu'on a moins forcé à 3. Je trouve qu'on est allé plus chercher les points à l'intérieur, plus se rassurer. Voilà. On a impliqué en attaque un certain Karl Anthony Towns. Et ça change, mine de rien, beaucoup de choses. En hub offensif, il a été énorme. En rebond, il nous a fait 2 triple-doubles. Qu'il n'avait jamais fait en carrière. Il n'avait jamais fait. En play-off et voilà, sur la fin de cette série. Donc, il y a eu un avant-après match 3. Oui. Les Knicks ont surclassé les Hawks sur la fin de la série. Là où on a été. C'est pour ça que je dis qu'il y a eu vraiment le coaching staff qui a vraiment réfléchi en mode non, il faut qu'on fasse. On sent qu'il y a eu des ajustements. Tu vois, on se demandait s'il allait y avoir des ajustements dans le starting 5. C'est toujours un petit peu la même rengaine. Ouais, il y a un truc, on perd, faut changer le starting 5. Bon, déjà le starting 5 c'est quelque chose, mais c'est pas tout. C'est peut-être bientôt plus important le finish 5 que le starting 5 quoi. C'est plus que c'était avant en fait. Parce que c'est comme quand on fait lui face à lui, lui face à lui, lui face à lui, lui face à lui. Et en fait, parce que c'est les postes, mais les match-up défensifs, c'est pas forcément la même chose. Ouais, et ça évolue tellement dans un match, ça bouge tellement qu'en fait, finalement, tu te dis non, mais des fois, les confrontations que tu as dit, lui face à lui, peut-être qu'en fait, tu as eu 3 ou 4 fois, ils se sont rencontrés dans le match, tu vois. Donc, voilà, non, le starting 5, oui, c'est une chose, mais après, ça bouge tellement, les minutes et tout. Mais non, on sent qu'en effet, il y a vraiment eu un ajustement. Et Karl Anthony Towns, dans ce registre-là, a été incroyable, a été magnifique. Et défensivement aussi. Des 2 côtés du terrain. On le critique souvent, nous, mais encore peut-être un peu plus avec de la bienveillance, mais les médias ou d'autres observateurs, d'autres fans vont le critiquer en disant que c'est une passoire et tout. Là, il avait une série dans laquelle il pouvait briller, parce que c'est pas la raquette la plus compliquée non plus à défendre. Okongwu, c'est un très bon joueur, mais
voilà, ça reste quand même quelques rangs en dessous de Karl Anthony Towns dans une hiérarchie des intérieurs NBA. Jalen Johnson, très bon joueur, en devenir, à voir ce que ça donnera. C'était aussi peut-être ses premiers playoffs avec ce rôle important pour lui, donc à voir. Zachary Rizachi, on n'en parlera pas. Ouais. Pas joué. Mais en tout cas, voilà, il y avait un beau collectif. Il faut rendre aussi les lauriers, on va dire ça, les louanges à Atlanta. C'était un bon adversaire de premier tour. Ils avaient Jalen choisi Johnson qui a déçu. de jouer les Knicks. Hein. Ils auraient pu éventuellement jouer les Cleveland Cavaliers s'ils avaient assuré leur tout dernier match de saison régulière. Ils avaient fait un choix plutôt pour partir sur New York. Ça nous a posé des difficultés. C'est une équipe jeune qui a aussi des défauts de jeunesse, avec peut-être un peu manque de leadership dans les moments importants. Oui, et puis il y avait quand même des joueurs... il faut pas oublier quand même qu'ils ont connu pas mal de changements dans la saison. C'est ça. Trae Young qui part, un nouveau leadership qui est désigné en la personne de Jalen Johnson, Néo All-Star. Kuminga qui arrive, CJ McCollum, Voilà, bon, donc, Kispert, c'est plus pour le banc, mais voilà, il y a eu donc, quand même pas mal de changements. J'ai trouvé certains fans d'Atlanta assez durs, en mode Quinn Snyder, ça dégage et tout. Enfin, j'ai trouvé que leur saison était quand même assez réussie avec ce qui s'est passé. Je trouvais que leur playoff était plutôt de bonne facture, même si, en effet... Ils ont poussé dans nos retranchements. Ouais, même si les 3 derniers matchs, voilà, mais je trouvais qu'Atlanta, la saison qu'ils font et les playoffs qu'ils font, c'est encourageant pour la suite, pour l'avenir. ouais, c'est... Et puis voilà, tu te dis, là, il va y avoir l'été, il va y avoir la draft, enfin, ils vont encore une fois bosser, ils vont faire des choses. Donc, moyen de trade certains joueurs, voilà, ouais, qui étaient draftés assez haut. Ils ont eu le meilleur 6e, la meilleure progression. MIP. Ouais, le meilleur progression. C'est 2 ans de suite qu'ils ont le MIP. L'année dernière, c'était Dyson Daniels, c'était chez eux. Là, ils ont Nickel Alexander Walker. Le cousin. Le cousin. Donc voilà, mais effectivement, moi au début de la série, j'étais plutôt confiant en me disant, bon, New York, c'est quand même un cran au-dessus, il y a de l'expérience, attention de ne pas se faire piéger. On s'est fait piéger comme des cons sur 2 matchs, et pas au meilleur moment. Ça nous a tout de suite mis un petit peu en difficulté dans la série, mais voilà, il y a eu quand même le sérieux, le professionnalisme, l'expérience qui a aussi payé, le talent qui a payé, et des joueurs qui ont été bons dans cette série. On a parlé de Karl Anthony Towns, il y a eu quand même un petit déclic, même si, encore dans la production offensive, on pourrait des fois attendre plus, s'il était peut-être plus responsabilisé, mais il y a quand même du mieux sur la seconde partie. J'ai trouvé aussi qu'il y avait un changement dans l'approche des Knicks, au niveau de l'attaque, du moins, avec peut-être Jalen Brunson moins en option numéro 1, peut-être plus en finisseur, et plutôt Karl Anthony Towns plutôt en option numéro 1 pour créer le jeu autour de lui, pour rayonner. On a vu plus de passes de sa part, il a fait 2 triples-doubles, on le rappelle, c'est pas rien. Il n'y a qu'un seul Knicks dans cette série qui a fait des triples-doubles, c'est lui. Donc c'est pas rien. La présence au rebond, on sait qu'il se bataille. Mitchell Robinson, lui, se bataille aussi, et ça a un peu frité sur la fin. Bon, voilà, il y avait de la frustration du côté des Hawks sur le match 6. Bon, d'ailleurs, parlons de ce match 6. On a dit que c'était fou. Kat avait dit, c'est jamais évident, le dernier match, celui qui fait qu'on met une équipe en vacances, c'est pas évident de finir une série. Bon, bah là, on a fini avec un point d'exclamation. 61 points d'avance, à un moment donné. Chez eux, match éliminatoire. C'était embarrassant pour eux de voir... Ils nous calent un 9-0. Ça a été leur seule série de points. Ils passent devant à 13-6 ou 13-8, je sais plus, un truc comme ça. Et là, d'un coup, t'as l'impression le rouleau compresseur se met en marche. Ouais, t'as l'impression que les Knicks, ça a fait... Et là, ça, défensivement, des chiens. Offensivement, mais ça attaquait, ça faisait mal, ça marquait. À chaque attaque, ça marquait. Et tu voyais l'écart, poum. Tu te dis, Mikal qui met des points, OG qui met des points, tout le monde. Mikal a été même Mikal. Mikal a agressé le panier. Mikal est allé à finir. Il a shooté des lancers francs. Il a fait des lancers francs. Donc ça voulait bien dire que c'était un match qui était incroyable. Il en prend 3 lancers. J'ai jamais connu en fait une telle orgie et un tel écart de niveau. Ça représente pas du tout l'écart de niveau entre les deux équipes.
Mais sur ce game-là, c'était impressionnant. Là, sur ce game-là, les Knicks tapent OKC, quoi. C'est-à-dire que là, ils étaient dans un tel état de grâce. Non, 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 je dis pas que... Dans la maîtrise de leur jeu, c'était une maîtrise totale. Voilà, je dis pas que les Knicks, réussite. à l'heure actuelle, tapent OKC. Faut pas que... Je te dis juste que sur ce match-là, précisément, ils étaient tous tellement dans un état de grâce que la défense était juste, était agressive, dans le bon sens du terme, et l'attaque, il y avait tout qui rentrait. Franchement, ces Knicks-là étaient incroyables. Je dis, si ça se trouve, c'est fini. On reproduira plus un match pareil. Mais en tout cas, c'était dingue. C'était peut-être que aussi dans l'esprit, dans le mental des joueurs des Hawks, ils se doutaient que la série, il allait plus se répandre en 7. Il y a eu une montée en puissance des Knicks déjà sur les 2 matchs précédents. Voilà, c'est jamais évident de finir une série à l'extérieur. Le 97-126 en match 5, bon, déjà celui-là, il avait fait mal. Quoi. Déjà, il était dans l'esprit des Hawks, il faisait mal. Parce que voilà, on retrouvait plus de CJ McCollum. Voilà, ils n'ont pas pu exister non plus vraiment dans ce match 5. Et le 6, voilà, à la maison, la pression. Tu les maintiens à 100 points. Hein. Tu les maintiens sous les 100 points sur les 3 derniers matchs. Ouais, non, c'était une orgie offensive. Tout le monde a pu jouer, en plus. Ouais. Je veux dire, on a sorti du Soa, du Portier, du Dadier. Voilà, faites-vous plaisir, c'est le moment de célébration. 45 premier quart-temps, 43-21 deuxième quart-temps. Après, ça s'équilibre forcément. Et tu mets 83 points en une mi-temps. 83 points, quoi. Donc là, effectivement, la défense adverse a pris l'eau de partout, quoi. Eux, sur le match, ils en ont marqué 89. Alors, une mi-temps, je sais plus, il y a une stat à un moment qui disait ouais, si le match s'arrête à tel moment, et puis c'était loin avant la fin, sans que les Knicks marquent un point, ils gagnent quand même, quoi. Et effectivement, ils en mettent 83, il y a 83 points la mi-temps, les Hawks en mettent 89, donc voilà. C'est bon. On a perdu quand même le dernier quart. Faut le dire. Voilà. On perd de 2 points, 23-25. Parce que tous les mecs sont sortis du banc, quoi. Même pas comme Daddy a marqué, c'est incroyable. C'est dingue. Meilleur marqueur de cette rencontre, OG Anunoby. Bah oui, tiens donc, 29 points. Il s'est fait plaisir, lui. Il s'est fait plaisir. Triple-double, donc de 4 avec 12 points. Parce qu'il a shooté que 4 fois. Hein, il a pas... Mais il a bien distribué le jeu. 10 passes et 11 rebonds. Le tout en 27 minutes. Bon, dommage, l'expulsion de Mitch. Mitch le sanguin. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce petit coup là d'expulsion, ce début de baston là? Bah, il a répondu à la provocation de Dyson Daniels qui était, qui était frustré et qui voulait peut-être sortir les Knicks de leur match. Ben ouais, il faut bien voir que là actuellement c'est un match à coup près pour eux. Tu joues à New York, t'es en train de te faire humilier et en fait bon ben tu dérouilles et puis non mais après bon Mitchell et Robinson qui répondent moi ça me va, il fait preuve de caractère. Ça n'a pas eu d'incidence sur le match. Tu montres que voilà, tu viens pas me. Tu as vu que Mike Brown s'est mêlé à la séparation. Dire. Il nous a fait Jeff Van Gundy, bon, un peu foiré. Et visiblement, il a perdu ses lunettes. C'était c'était un anniversaire par rapport justement à la baston avec le Miami Heat. J'aurais dû ressortir le t-shirt de Van Gundy. Je l'ai oublié, mais j'ai pas pensé. Mais à un moment, je me suis dit, mais c'est lui qui est en vrac là par terre dans la mêlée et tout. Bah oui. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, il était pas de la baston de Ron Artest là? Il était pas assistant quelque part? Faudra qu'on vérifie. Je mélange entre lui et William Wesley là qui est... dans l'organigramme des Knicks quelque part. Bon voilà, un chauve. Un chauve. Non, c'était peut-être Wesley qui était... Je sais plus. J'ai un doute. Bon, redites-nous si vous avez vu le docu qui est sur Netflix. Malice at the Palace. Ou Palace at the Malice. Si c'est plutôt Mike Brown qui était dans la baston mémorable de la NBA ou si c'était William Wesley. Bref, c'est un des deux. Mais en tout cas, ouais, bon, il s'est mêlé un petit peu à tout ça pour écarter, pour séparer les joueurs. Ça aurait été un petit peu couillon sur un match comme ça. C'est Wesley. Ah, ok, d'accord. Bon, ils se ressemblent. Il y en a un qui est la doublure cascade de l'autre. Et ça aurait été dommage d'avoir un peu des sanctions. Bon,
Mitch passe à la caisse, doit payer une amende, surtout qu'il en a remis une petite couche après avec un post sur Insta ou je sais plus quel réseau social. Bon, voilà, mais il n'y aura pas de suspension et on aura besoin de lui sur la prochaine série. Il a été important, il a été dans son registre, hein, Mitchell Robinson, de la présence dans la raquette, dans la présence sur les lignes de passe aussi pour essayer de faire des interceptions et au rebond. C'est un joueur qui sera aussi mis à l'épreuve dans la série qui nous attend et qui s'annonce un peu plus compliquée. En tout cas, bravo aux Hawks. Pour moi, c'est une belle saison de leur part. Il y a eu quand même un avant-après trade deadline, All-Star break. Et d'ailleurs, j'étais un petit peu étonné du choix de l'Executive of the Year. On va en parler dans la seconde partie. Moi, je l'aurais peut-être plus donné aux Hawks parce que je trouve qu'ils ont quand même fait un redressement de cap en courant de saison et une belle fin de saison. Les playoffs, bon bah voilà, c'est un rendez-vous qui est pris pour la suite, pour l'avenir. Il faudra un petit peu capitaliser sur ces nouvelles fondations qui me paraissent plus saines que l'ère Trae Young, à voir. En tout cas, c'est toujours compliqué de confirmer, mais ça a été des beaux adversaires du premier tour, en tout cas. Les deux y étaient. Mike Brown était assistant coach c'était Rick Carlisle. Mike Brown était assistant coach de Rick Carlisle. Les deux y étaient. Je savais bien, tu vois, je savais bien. Finalement, j'avais les refs, mais je les avais trop. Et d'ailleurs, c'est Mike Brown qui va qualifier William Wesley. Donc voilà. Donc en fait, les deux se connaissent depuis cette Depuis cette époque-là. bagarre. Ouais, les Ouais. bagarres, ça rapproche les gens. Bon, est-ce que tu veux rajouter des points sur cette série du premier tour? On n'a pas trop parlé de Jalen Brunson. Non, on n'a pas trop parlé parce que finalement, même s'il a marqué des points, série. Il y a un Pas gros match, rayon- le match pas- 5, 39 points. Ouais. Mais j'ai pas il a eu du mal. Ouais. Elle était J'ai- bien défendue aussi, faut reconnaître. Il a été bien défendu. Non, j'ai beaucoup aimé. On a parlé d'Oji. J'ai beaucoup aimé la défense. Comment elle est montée en régime à partir du match 3, où là on a vu qu'en effet on a moins laissé Jalen Brunson être ciblé. Et en fait, dès qu'il était ciblé, tout de suite on est arrivé à faire les switches pour éviter justement qu'il soit là. J'ai bien aimé comment Oji Anunoby a éteint Jalen Johnson. Michael Bridges Hart en chien devant, ça a bien gêné que ce soit McCollum, enfin voilà. On a bien vu que Dyson Daniel avait champ libre. S'il y en a un qui doit prendre les shoots à 3, autant que ça soit lui. Alors il en a mis, mais voilà, vaut mieux que ce soit lui quand même. Plus faible rendement que les autres. Ouais. Voilà, donc on avait bien ciblé là-dessus et on avait bien compris que c'était lui la faible menace offensive chez les Hawks. Non, après voilà, ça restait Atlanta. Comme j'avais fait un tweet, ce match ce dernier match peut avoir tous les superlatifs, mais il faut pas non plus tomber dans le piège du c'est bon, c'est incroyable, c'est les Knicks, non, ils auront pas. Il y a des records, sur ce match et tout. Mais c'est bien de finir comme ça, un peu en apothéose. Mais maintenant, c'est pas fini, c'est que le premier tour. Et maintenant, justement, il y a un second tour et l'équipe qui arrive en mode épouvantail pour moi. Vraiment. C'était l'épouvantail du premier tour et arrive là dans ce rôle un peu du chasseur. Voilà. Donc attention. Attention. Alors, avant de parler du chasseur et du chassé, parlons au moins du joueur de cette série. Parce que bon, on a fait le joueur de la semaine, mais finalement, comme on s'est loupé la semaine dernière, bon, voilà. Là, il nous faut le joueur de cette série qui pourrait être bien élu. Nick of the Week, Nick of the First Round. Ça se jouait entre deux joueurs. À vrai dire, ça se jouait entre deux joueurs. Jalen Brunson, il était moins rayonnant, il a été un peu plus dans la difficulté. Il y a un gros match à 39 points. Voilà, le capitaine reste le meilleur marqueur de ces Knicks au premier tour. Il marque un petit peu plus. Il a une moyenne de 26,3 contre une moyenne de 26 en saison régulière. Donc il y a un petit peu plus de production. Techniquement parlant, il a augmenté son niveau de jeu, mais c'était quand même un petit peu dans la souffrance sur cette série. On hésitait entre deux, un 4 ou un OG ou un 4. 4, il s'est montré
présent dans la raquette et aussi dans la création. 2 triple-doubles, c'est pas rien, c'est pas neutre, surtout en Non. playoff. Non, On il a a eu des été- temps de jeu et qui dé- sont pas non plus... On n'a pas et eu de défen- prolongation et dans cette défensif- série. et défensivement, il fait un contre et demi par match, plus d'un contre et demi par match, 11 rebonds. Enfin, je veux dire, il a pareil, presque 2 ballons volés. Euh, non, il a été 40 intense. Ah, des fois, il nous fait rager. Il nous agace. Mais là, concrètement, sur cette série, il a été haut niveau. Et sur ces 3 derniers matchs, ça a été du très haut niveau. On l'avait dit un peu en preview que de toute façon, les playoffs, le bon parcours en playoffs d'Enix dépendrait de ses performances, que sa saison régulière nous avait laissé un peu mitigé et ses questionnements, son positionnement dans le jeu offensif, un peu en retrait, un peu trop souvent en retrait, nous inquiétait. Là, on a vu qu'il a été repositionné au centre du jeu aussi. Ouais, Et que complètement. ça a déchargé JB, et JB à ce moment-là a pu trouver des paniers un peu plus faciles, et tant mieux. Mais voilà, cette connexion entre OG Comment et ça lui tourne Kat et autour OG, ouais, exactement, ouais. Souvent, il est arrivé à le trouver, t'as vu, avec ses passes à une main, et l'autre, boum, allez, il vas-y, monte. tu dunk. Et non, Caviar, il y a- quoi. il y a vraiment Caviar sur caviar. une connexion qui se fait là entre deux, avec un Brunson et un Hart qui lui tournent autour, un Mikal qui attend dans le coin pour les ballons qui vont être au fur et à mesure. Non, franchement, sur les 3 derniers matchs, il y avait vraiment une belle animation offensive. J'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé Alors, ce je qu'ils sais ont plus, proposé. est-ce que c'est dans le match 6 ou un moment. Ouais, je crois que c'est dans le match 6. Assez tôt dans la rencontre, premier quart-temps, il y a un ballon qui est glissant, qui perd un ballon fuyant, et t'as et Jalen Brunson et Karl Anthony Towns qui se jettent au sol pour aller chercher le ballon. Et ça, moi j'ai trouvé ça le bon état d'esprit, la Exactement. symbolique assez forte de se dire, même les leaders, ils sont prêts à se mettre par terre pour aller Ouais. chercher un ballon fuyant comme ça, là. Et voilà, ça dit beaucoup de l'implication, de la volonté en plus d'aller chercher, de jouer vraiment toutes les possessions. Et ça m'a fait plaisir. Et donc on l'a dit, ça va se jouer entre Kat et OG. OG, lui, il s'est régalé avec les passes de Kat. Il y a eu une connexion entre les deux qui s'est trouvée plein de fois en backdoor. La défense des Hawks OG, a pris l'eau. Deuxième meilleur contreur de la série, pareil avec un contre 2. Deuxième meilleur marqueur. Presque 2 balles volées par match aussi, c'est quand même beaucoup. Plus de 8 rebonds chopés. 21, on l'a dit, 21 points et demi. Enfin, C'est le deuxième meilleur marqueur d'Enix sur la série, derrière là, Jalen Brunson. tu vois pour qui on a tradé, quoi. Là, c'est... voilà. On a mis 5 pics sur... Non, c'est pas lui. Non, C'est pas lui, c'est l'autre, mais on n'en parle pas. on a envoyé le héros de Toronto en échange. Voilà, le héros de Toronto. L'enfant de Toronto. Le fils prodigue. OG Anunoby qui hausse son niveau de jeu par rapport à la saison régulière. Saison régulière, il termine à 16 points de moyenne. Là, il termine à 21,5. Ça, c'est quelques. Donc, il y a quasiment 5 points de différentiel entre sa régulière et son premier tour. Ça ne reste qu'un premier tour. Il y a quand même 6 matchs, donc l'échantillon est plutôt intéressant. Mais on a eu de la régularité de sa part. Il n'y a pas eu vraiment de match sans OG Anunoby, de match où il passe au travers. Et en ça, déjà, c'est important, c'est intéressant. Il avait aussi des clients en face à défendre. Hein. C'était pas celui qui avait les tâches les plus faciles en défense. Production offensive au rendez-vous, des pourcentages, shoot à 60% le garçon. Quoi. Non, mais des 60%. pourcentages à 3 points sur les 3... alors, rien que déjà sur la série. Alors, sur le premier match, 66% à 3, 2 tirs réussis sur 3. Sur le match 2, 50% à 3 points toujours, hein, c'est 2 tirs sur 4. Sur le match 3, 50%, 4 tirs sur 8. Et ensuite, sur les 3 victoires consécutives, 50%, 3 sur 6, 66%, 2 sur 3, et 66%, 4 sur 6. Au niveau... Le volume est pas déconnant. On a vu des fois des crises à 3 points, mais dans le mauvais sens. Non, on a eu un OG Anunoby, un Ogugwa, qui a joué vraiment proche du texte, qui a été propre dans son jeu, termine meilleur marqueur sur la dernière rencontre. Atlanta n'avait pas de réponse à OG Anunoby sur cette série, quoi. Il a été trop fort, vraiment. Il a vraiment été trop fort. C'est assez logiquement que c'est notre joueur de la semaine, c'est notre joueur de la série, avec une grosse mention à Karl Anthony Towns, parce qu'il y a clairement le repositionnement dans le jeu qui fait la différence dans le jeu offensif, dans l'animation offensive. Et puis de toute façon,
les Hawks n'avaient pas non plus beaucoup de monde à mettre pour défendre sur 4. Mais voilà, OG en a bien profité et c'est lui qui est pour nous le joueur de cette série, de ce premier tour face aux Hawks. On espère qu'il va continuer à jouer sur ce niveau qui est assez élevé. Mais en tout cas, voir un OG en forme, c'est plutôt intéressant. Il y a une petite cheville qui a tourné à un moment donné, mais non, c'est les playoffs. On resserre les lacets et ça repart. Donc voilà, pour nous, cette semaine, et j'espère que vous nous suivrez, vrai. En tout cas, à vous de nous dire en commentaire qui serait votre joueur de ce premier tour, de cette série. Pour nous, en tout cas, c'est Ogugua OG Anunoby. Voilà. Allez, sur ce, maintenant, on se projette parce que le premier tour, c'est fini. C'est derrière nous. Bravo aux Hawks. Atlanta, ils mangeront des chicken wings. Ils partent à Cancun peut-être assez vite. Ils vont rejoindre d'autres. Et nous, on va regarder ce qui se profile au programme des Knicks sur ce second tour qui démarre quand ça ce soir. Allez, Ouais, on perd pas plus de temps et on lance le jingle. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. That's Sunday, Monday. Alors, petit coup d'œil sur le bracket. Bah oui, parce que on y est encore, on n'est pas éliminé, on est advance. Les Knicks, donc, retrouveront les Philadelphia Sixers. Bah voilà, vous le savez, on va en parler plus longuement sur cette série à venir face à une équipe qu'on connaît bien. Hein. Est-ce qu'on l'aime bien la jouer? On va en parler. Mais en tout cas, ça sera l'affiche du second tour pour les Knicks. On s'en frotte les mains d'avance, je sais pas. De l'autre côté, côté un peu plus haut dans l'autre bracket, c'est finalement les Detroit Pistons qui s'en sont sortis et qui affronteront les Cleveland Cavaliers. Ça a été compliqué pour ces deux séries qui ont été poussées en 7. Je serais même tenté de dire que ça a été compliqué pour ces trois autres séries. Les Knicks terminent peut-être en 6, mais toutes les autres séries ont poussé en 7. Comme quoi, voilà, on n'est plus conciliant avec certaines autres équipes. Si les Knicks avaient poussé en 7, on aurait dit vous croyez fort, vous visez le titre, vous n'êtes même pas capable de sortir d'un premier tour sans vous pousser en 7, c'est honteux. Bon. Et avec, des retours de 3-1 pour deux d'entre elles, pour Pistons Magic, les Pistons étaient menés 3-1. Et Philadelphie Celtics, les Sixers étaient menés 3-1 également. Dans cette série, ce qui va nous concerner, nous, ce qui a beaucoup changé, a été le retour de Joel Embiid à la compétition. Et ça a complètement bouleversé les plans vis-à-vis des Celtics qui, au niveau de leur raquette, n'ont pas réussi à trouver de solution face à l'américano-camerounais ou le camerouno-américain. Franco-américano-camerounais. Il a 3 passeports, le garçon. Donc, bon, voilà, on va revenir sur cette série face et le aux Magic Celtics, le Magic qui choque comme jamais. J'avais fait un petit pareil, j'avais fait un petit tweet en disant attention, s'il y a bien une équipe qui a une belle tête de choker, c'est bien le Magic parce qu'il menait 3-1. J'avais eu une réponse avec un mec qui m'avait dit ouais, PTDR, impossible, impossible. Ils sont morts, le Pistons et tout, nanana. Bon, oui, ils ont perdu le Magic, avec notamment un match 6 où ils mènent de 24 points et ils trouvent le moyen de perdre ce match et ça a été ça a été chez eux et derrière match horrible, la deuxième mi-temps catastrophique du Magic et en fait là forcément le momentum avait changé et les Pistons se qualifient dans la douleur et les Cavaliers, attention, tu sais que moi je me suis planté dans mon bracket. J'avais marqué finale de conférence, Celtics, Cavaliers. Mais ça sera pas les Celtics. Les Celtics, ils seront pas, c'est sûr. Mais les Cavaliers, personnellement, attention parce que les Pistons hier sur le match 7 contre le Magic, le match était d'un niveau pas ouf du tout. Donc attention à Cleveland, Donovan Mitchell, même voilà et toute la clique. Qui va débouler. On voit, on rappelle, on redit, et puis c'est valable pour les Knicks aussi, qui nous ont montré des choses des fois un peu poussives en saison régulière, tout en étant classés dans le top 4, voire top 3, voire top 2. Les Knicks sont plutôt bien placés à la fin des régulières, mais voilà, on attend mieux, et puis on se dit, bon, en playoff, ça va être compliqué, parce que la régulière n'a pas été consistante, ils n'ont pas été dominants. Dominer une saison régulière, c'est très bien.
ça fait pas tout. Arrivé en playoff, on l'a vu. Toutes ces autres séries ont poussé en 7. Ouais. Les Pistons se sont fait surprendre assez tôt. Alors on pouvait mettre ça sur le dos de oui, mais le Magic sortait du play-in, ils étaient à fond, ils étaient dans le rythme de la compète. Possible, ça joue sûrement. Mais ils ont quand même été poussés par une équipe... les Pistons ont été poussés par une équipe du Magic. Ça a été compliqué de profiter de son avantage du terrain. Ils s'en sortent en 7. Est-ce que ça sera suffisant pour aller loin derrière? On verra, hein, l'avenir va le dire. Les Celtics, parlons-en. On voulait Boston, we want Boston. C'est ce que scandaient certains fans des Knicks à l'issue du match 1 face aux Hawks. C'était peut-être un peu prématuré. On s'est rapidement foutu de notre gueule en disant regardez les pauvres fans des Knicks, et puis derrière ils perdent 2 matchs de 1 point, ils sont menés par Atlanta. Les blaireaux. Eh ben non, en fait, les blaireaux, dans l'histoire, c'est plutôt les Boston Celtics. Alors, blaireaux, je relativise, ils font une très belle saison régulière, bravo à eux. Encore une fois, arrivé en playoff, c'est un autre jeu. Oui, Philadelphie, c'est pas forcément l'équipe qui était la plus évidente, parce que il y a de l'expérience là-dedans. Ils ont fait, au contraire, les Philadelphia Sixers, une très mauvaise saison régulière, mais il y a eu des blessures, il y a eu des absences. Est-ce que... Maintenant que tout le monde se retrouve, ça peut cliquer un peu tardivement, mais est-ce que ça peut cliquer maintenant? Et ben voilà, c'est la dynamique qui a été prise, qui est complètement différente. Hein. Boston qui finalement termine mal. Ils avaient l'avantage du terrain, ils avaient l'avantage dans la série, et ils avaient le retour de Tatum. Mais Tatum qui se reblesse, est-ce qu'il a été... Est-ce que c'est un retour anticipé ou pas? Trop anticipé? Est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de ça? De grosses minutes aussi. Beaucoup Pour un mec, d'utilisation. pour un mec qui On aurait avait eu cette Thibodeau en blessure. coach, on aurait dit ah l'assassin. Il y aurait eu des faire- vidéos. Voilà, Il y aurait eu des voilà, vidéos. et des articles et des machins. Bon bah là c'est Boston, c'est l'équipe qui allait gagner plus de titres, donc C'est ils comprennent sympa, la culture, Majula a ils une savent. bonne tête et tout. Voilà. N'empêche que ils sont deuxième de saison régulière, un peu à la surprise générale. Ils se font sortir au premier tour, un petit peu à la surprise générale aussi, parce que beaucoup de gens, d'observateurs, même nous dans nos braquettes, on les voyait aller plus loin. Bon, moi, je les voyais pas passer les Knicks. Bon, bah, ils passeront pas les Knicks. Mais voilà, en fait, est-ce que c'est pas une équipe qu'on avait vue un peu trop belle par rapport à une belle régulière, mais arrivé en playoff, bah, t'es exposé à des limites aussi. Voilà, on peut se poser des questions. Alors, moi, j'ai pas suivi cette série, j'ai juste vu le résultat, mais quand je vois qu'il y a un DNP de Vucevic sur le dernier match, ça fait un peu tâche. On se dit à quoi bon le faire venir? Bon, finalement, c'était un joueur de banc. Bon, bah, un trade à la deadline qui n'a pas servi beaucoup, quoi, pas servi grand-chose, quoi. Donc, bon, c'est quand même, je pense, une déception du côté des Je crois que Celtics, c'était parce que... d'ordre financier, je crois, pour... Oui, Alors, vous il y a eu, c'était un bon il y a coup, eu mais beaucoup de c'était, choses par rapport à ça. Et c'est là aussi où j'ai été surpris de voir Brad Stevens auréolé du titre de dirigeant de l'année. Alors, c'est sûr que Léon Rose, il n'allait pas l'avoir. Il n'y a pas de voix pour lui. Voilà, Puis bon, l'intersaison, avec tout l'été, ça. ouais. Ouais. Clarkson, c'est le seul à jouer, mais voilà, ça sent pas le titre. Mais Brad Stevens, cette saison Executive of the Year, il a dégraissé. Il fallait, ils avaient besoin, ils étaient dans cette stratégie-là. Ils font une très belle saison régulière et c'est plus les joueurs qui ont été conservés que réellement les ajouts. Enfin voilà, je sais pas. Je trouvais ce titre un petit peu... Ah, il faut récompenser Boston pour sa belle saison. Ça sera pas le coach de l'année parce que Mazzulla a dit que c'était un trophée débile. Donc ça serait un peu couillon de leur filer. Bah tiens Mazzulla, on te file le trophée débile. Il a dit qu'il en voulait pas. Donc bon, j'espère que les votants auront voté pour quelqu'un d'autre que quelqu'un qui dénigre un trophée. Mais il fallait récompenser Boston. Que Jalen Brown, pardon, ça allait être compliqué en termes de MVP parce que bah, y en avait d'autres qui étaient un petit peu devant lui. Mais voilà, ouais, dirigeant de l'année, moi j'aurais quand même plus donné aux Hawks pour le coup, qui sortent aussi au premier tour, pas de la même façon, mais je trouvais qu'il y avait eu un avant-après, qu'il y avait le travail du front office aurait plus été mérité, je trouvais, pour le coup pour cette saison. Alors après, Brad Stevens, pour l'ensemble de son œuvre, pourquoi pas. Mais ça, tu fais pas ça sur une régulière, tu fais ça à titre posthume ou que sais-je au moment du Hall of Fame. Bref. Boston qui prend la sortie. Est-ce que c'est une opposition de style? Est-ce que c'est vivre et mourir par le 3 points? Est-ce qu'une force intérieure en la présence de Embiid, ça change la donne? Sûrement. Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer ou des choses à regarder en vue de la série qui va se jouer? On va en parler dans quelques instants. Si on termine un petit peu sur les brackets,
Bravo à Toronto pour avoir poussé en 7. C'était pas gagné d'avance. Et ils ont poussé Cleveland dans le retranchement. Cleveland qui avait intérêt à passer, parce que là, ça aurait aussi fait tâche. Mais ils sont au rendez-vous, à voir jusqu'où ils iront. Ça risque d'être une belle série, en tout cas, avec Détroit. Surtout que d'un côté, tu as JB Bickerstaff qui a coaché les deux équipes. Donc, intéressant de voir si JB Bickerstaff, le coach des Detroit Pistons, élimine Kenny Atkinson, son successeur, maintenant aux Cavs. Ça sera intéressant. Ceci dit, ça devrait aussi lui donner quelques éléments de lecture vis-à-vis du jeu des Cleveland Cavaliers. Et de l'autre côté de ce pays du Mississippi, eh ben, on a OKC sans trop de surprise qui a sweepé les Suns. Bon, voilà, ça a été assez vite. San Antonio qui s'est fait une frayeur avec Wemby, qui s'est pris un petit coup sur le menton, mais qui s'en sort bien. 4-1. Les Blazers ont fait un petit peu de figuration, mais bravo à eux d'avoir retrouvé les playoffs déjà. La surprise, elle viendra peut-être plus de Denver qui se fait sortir. Qui se fait sortir dans une série où, en plus, il y a eu de la casse. Il y a eu de la casse. Et le dernier match, le Big Ragu. Dante, qui fait le tendon d'Achille. Et t'as vu la malédiction des numéros 0 sur les dernières années? Tatum, Haliburton, Lillard et Dante. Bon, nous, on a le double 0 avec Jordan Clarkson, donc en principe, ça immunise. Mais bon. Dante, ouais, quelle tristesse de le voir là. En plus, vraiment, comme tous les autres, quoi. C'est-à-dire, sur une reprise d'appui, le mec veut partir, et puis en fait, ça lâche, et le mec il tombe, quoi. Et c'est d'une tristesse. C'est le genre de blessure qui intervient rarement sur un contact, c'est plutôt le corps qui lâche, quoi. Ouais. Et qui se ménage pas, et des saisons à rallonge, et voilà. Là, on peut se poser des questions, effectivement, sur les 82 matchs. Mais c'est dommage parce que c'est un ancien joueur qui nous a touchés au cœur, et puis là, on va retrouver la série face aux Sixers, et forcément, on se rappelle de cette action, de cette célébration, Ouais, c'était une image importante et marquante de l'histoire des playoffs. Un tournant de la série. Tout à fait, avec Hartenstein qui était à la lutte aussi pour le rebond. Donc voilà, c'est pas sans petite larmichette qu'on s'est dit, le Big Ragu blessé. Mais il reste Julius. Anthony Edwards qui s'est blessé, mais qui pourrait revenir. Hyper extension du genou, ouais. Ce joueur est incroyable. Il est annoncé potentiellement retour pour le match 1 face aux Spurs. Minnesota, qui est une équipe qui se retrouve aussi régulièrement dans le dernier carré de leur conférence depuis quelques saisons. À voir si là l'expérience jouera, si le duel Rudy-Wemby qui va l'emporter. Avec le recul, ça a été un trade gagnant-gagnant. Enfin, oui. En tout cas, Julius s'épanouit là-bas. Il trouve sa place dans un collectif qui est assez fort aussi. McDaniels, le Jaden, a ouvert sa bouche en disant que les Nuggets, c'est des pompes à vélo en défense, quoi. C'est des peintres. Et finalement, 4-2, malheur un peu, on l'avait dit aux perdants dans cette série. Beaucoup pronostiquaient les Nuggets et auraient aimé voir un peu un Jokic contre Wemby. On le verra pas cette saison. Là encore, du mouvement. J'avais fait passer les Nuggets et je les faisais sortir les Spurs et perdre en finale de conférence contre OKC. Bon, le bracket à l'ouest, on est à côté de la plaque. Mais j'ai peur quand même que là, au vu des blessés, des confrontations, les Spurs et leur effectif et leur profondeur, j'ai peur quand même que à l'ouest, encore une fois, on n'est pas vraiment de... Attention, parce que du coup, là, c'est quand même un mec qui vous parle, qui s'est planté, qui s'est planté dans ses pronos. Qui s'est planté dans ses pronos. Hein. Mais encore une fois... Donc, et surtout que Minnesota a l'expérience, et à chaque fois, donner un petit peu outsider de chacune des séries. Bon, là, les Spurs ont fait quelque chose d'important, d'impressionnant. Gobert a été très bon. Mais là, j'ai peur quand même que ça soit peut-être une marche un peu trop haute encore une fois, pour San Antonio, pour les Timberwolves. Et pareil pour les Lakers. Les Lakers, sans Doncic, face à une armada à la fin. Thunder. Ouais, mais KD commence à faire son âge. Hein. Il approche ou il a dépassé les 37 ans, je sais plus exactement. Pourquoi tu dis KD? KD, il est plus là. KD aux Rockets. Oui, non, mais là, c'est les Thunders contre les Lakers. Les Rockets, ils sont plus. Oui. Non, mais déjà, sur le premier tour, voir les Lakers passer les Rockets, c'était pas forcément gagné. Surtout qu'il manquait du monde aux et Lakers. Ça choque, hein. Les Rockets... Tonton LeBron,
il a quel âge? Il a 20 ans? 25? Non, il approche la trentaine? À 40. Ah, il a passé la quarantaine, d'accord. Ça reste un parcours, on verra jusqu'où ils vont, ça va être compliqué maintenant, l'ogre OKC ça se présenta face à eux, mais déjà avoir éliminé les Rockets, qui avaient quand même une ambition affichée plutôt. aussi en Bah début ouais. de saison, l'arrivée de KD, c'était en vue de faire passer un cap, Bah tu ouais. passes pas de cap, tu passes même pas un Non. tour, quoi. Alors oui, KD a été blessé, tout ça, mais bon... KD, ça fait un moment que c'est compliqué aussi en playoff. Ça Ce legacy, leader, il fait pas non plus progresser les équipes, puisqu'il passe plus de tours, voire il se qualifie pas. bah là, en fait, Bon. il va attendre de voir. Je pense que là, il va demander Qui va aller en finale. Soit un trade, il va demander à la fin de l'année aux Timberwolves, Pistons, Cavaliers, Knicks ou Sixers. Voilà, Ouais. ça peut être un endroit, il peut demander un trade. Bon, voilà. Voilà. KD. Et donc, ouais, on aura une série Lakers-Thunder. LeBron qui retrouve les Thunders qu'il avait affronté pour son premier titre face au Miami Heat. Est-ce que Doncic va revenir? 4 Thunder, 4-2 Spurs. Ah, c'est annoncé. Ok. Mon prono. Je verrais bien les Wolves passer, moi. Oh, Ouais. ça c'est Ouais. Vous savez que Bah, la en fait, cote- c'est... je suis sur ESPN et la cote pour que San Antonio est à 13,5. C'est quand même élevé. Donc, Oui, mais parce qu'ils ont fait une très belle saison, Non, tu vois, qu'ils ont Wemby tu- qui est un ovni, tu vois vraiment que... Minnesota, un underdog complet qui vont bouger. Alors, à ma décharge, en faisant le malin, mais bon, vous avez ça sur mes réseaux sociaux, moi j'avais dit que Boston-Philadelphie, ça pousserait en 7, je pensais que Boston s'en sortirait. Ouais. Bon, bah ça pousse en 7, on m'avait dit, un certain Nico m'avait dit, oh, Philadelphie, oh non, je crois pas. Bah écoute, voilà quoi. Donc Minnesota, les voir passer leur premier tour, je pensais pas. Je pensais que Denver allait passer et je mais pensais là, que les Denver blessés, allait battre les là, ils ont des Spurs. blessés importants. Ouais, mais le retour d'Edwards qui reviendrait. Ouais, mais et tout. dans quelles circonstances il va revenir? Une hyper extension On du verra. genou, c'est pas rien. Oui, mais on a aussi un Giannis qui est revenu de ça l'année de son titre. Donc, bon, voilà. Après, par contre, je verrai effectivement le Thunders mettre un fin de parcours aux Lakers. Est-ce que Doncic reviendra? Peut-être, mais tardivement. Est-ce que ça sera suffisant? Bon. Après, c'est les playoffs. On a quand même eu des surprises sur ces premiers tours. Oui. Là, maintenant... À l'Est, à l'Ouest, si, on a les Nuggets qui sont comme surprise. Sinon, après, le reste... Oui, ça puis reste- les Rockets qui ont quand même été en difficulté, quoi. Ils sont revenus un petit peu, mais on pensait pas que ça allait... Alors, les blessures, ça change quand même beaucoup de choses, hein, et il peut rien avoir. Après, ils étaient menés 3-0, hein, les Rockets. C'était... 3-0. 3-0. Ils ont été menés 3-0. Ah oui, c'était 3-0. Je crois que c'était 3-1, mais... Non, ils ont été possible. menés 3-0. Et tu sais que dans ma tête, quand ils font 3-1, 3-2, je me suis dit, tu sais que face à ces Lakers diminués et ces Rockets lancés, est-ce que ça serait pas la première équipe à remonter un 3-0? Non, finalement, non. C'est trop dur. C'est trop dur de remonter un 3-0. Bon, voilà. En tout cas, on a fait un petit peu le tour du bracket, et donc nous, on va arriver maintenant sur la série qui nous intéresse, parce que bon, c'est bien l'Ouest, mais on en parlera un peu plus tard. Si l'aventure se poursuit jusqu'en juin. Les deux séries de l'Est ont quand même des belles gueules de Game 7, hein, personnellement, je trouve. On verra. Moi, comment dire, ma formule, c'est Knicks in 6, parce que ça rime bien. Knicks in 7, Ceci dit, les Knicks auront encore l'avantage du terrain sur ce second tour. Bah oui, on s'était dit, ah ouais, terminer 3ème, non, c'est pas terrible. Bon bah finalement, c'est le 7ème, celui qui est sorti du play-in, qui s'affronte et qui se présente sur le chemin des Knicks. Alors attention, c'est pas parce qu'on a battu le 6ème, on va dire plus ou moins facilement, qu'à 2, qu'on va battre le 7ème encore plus facilement. Clairement pas. Au niveau des effectifs, au niveau de l'expérience, au niveau de la dynamique aussi, du coach. Du coach, on a un Nick Nurse qui est connaît champion. Le chemin, le parcours, qui est champion, qui a coaché OG. Il était coach d'OG quand ils ont été champions avec les Toronto Raptors. C'était il y a quelques années de ça. Mais il quand était même, coach et il avait déjà affronté OG du coup en 2024, parce que Nick Nurse y était déjà. Donc, OG était là. C'était Nurse qui était déjà le coach en 2024 Oui. Je sais plus, possible. Ok, d'accord, ouais, bah voilà, ils se connaissent en tout cas. Mais en tout cas, effectivement, c'est une équipe aussi qui connaît les Knicks. À l'époque, on avait l'avantage du terrain. Oui, on avait l'avantage.
Je sais plus. Si, oui, bah, d'accord. Si. Si, 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 Oui, si. parce qu'on est souvent bien classés, nous. Mais voilà, en tout cas, les Sixers reprennent du poil de la bête. Au rayon de la bête, on pense à Joel Embiid. Est-ce qu'il va être dominant? Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner 2 séries de playoffs? Il n'a joué que 4 matchs sur ce premier tour. Ça a été suffisant en tout cas pour permettre à Philadelphie de se qualifier. Mais il n'y a pas que Joel Embiid aux Sixers. Après, sache Il que y a... Joel Embiid cette année donc, nous a joué 2 fois sur les Oui. 4 confrontations. Sur les 2 fois où il nous a joué, 32 points, 5 passes, 10 rebonds, 50% à 3 points, 61% au tir, 34 minutes de jeu. Oui, il sait être productif C'est- face aux Knicks. C'est très solide. C'est plutôt solide. Est-ce qu'il sera solide physiquement tout le long de sa série? On a vu le genou. C'est un peu. On a vu le genou à la fin sur une action de Jaylen Brown. Il pousse un peu Maxi qui finit dans les genoux de Joel Embiid qui semble aussi lui avoir une légère hyper extension. Il a boité à la fin du match. On voit qu'il fait signe au banc qu'il ne veut pas sortir. Après coup, il dit en conférence de presse non, c'était du chiqui, je faisais semblant, machin, bon. Mais On n'empêche sait que... qu'il peut le faire semblant, mais Mais au vu il fait souvent semblant. Alors. au vu de l'image, comment le genou a fait, et quand on connaît ses problèmes de genou et la grimace qu'il a fait compagnie, je pense qu'il dit ça pour dire non, si les gars ça va bien, on verra. On verra comment tiennent ses genoux. On verra. Mais je pense que, aussi fort soit-il, ça va être l'élément le plus important dans cette équipe, autant en attaque qu'en défense. S'il y a bien un mec à faire attention en attaque, c'est lui. Et s'il y a bien un mec presque à cibler en attaque, c'est lui. Je sais pas si je partage complètement ton point de vue. Oui, il va être un joueur important, dominant, parce que c'est un big man, c'est un ancien MVP, même si certains nous diront que ouais, ça aurait dû partir chez Jokic. Ouais. Quand il est en capacité de jouer, je dis pas quand il est en forme à 100%, parce que on sait plus trop s'il est en capacité d'être à 100% depuis un moment. Sur la série que les Knicks avaient disputée contre les Sixers il y a 2 saisons de ça, il n'était pas à 100% et déjà il posait des problèmes. Ouais, avec son œil qui machin, ses doigts dans le huc. Il avait lancé une franc. face, Bon, il bref. avait sa face, machin. Le mec, il était sous je sais pas quel produit, histoire d'être en capacité de jouer. Bon, bref. Joel Embiid, la santé, c'est compliqué, c'est délicat. Mais je dis, s'il y avait que lui dans cette série à se méfier, moi, c'est plutôt la paire, le backcourt VJ Edgecombe et Tyrese Maxey qui me fait peur, en fait. C'est athlétique. Et Josh Hart a été un peu interrogé, questionné, parce que bon, les Knicks ont eu le temps de se reposer, de se préparer, de soigner les petits bobos s'il y en avait, rafistoler leur jeu collectif s'il y avait besoin. Josh Hart a été interrogé, il a dit bon, bah, il va peut-être falloir leur demander de ralentir un peu pour se mettre un peu dans le rythme de CJ McCollum. Ouais. Ça risque d'être athlétique intense, rapide. Et là où Embiid fait un rythme plus de sénateur, mais un babar bien lourd, bien physique, bien dense, bien compliqué à défendre à l'intérieur, et toujours ce shoot extérieur qui est un peu dans l'esprit de Karl Anthony Towns, des big men qui peuvent shooter de loin, qui ont une capacité de mouvement aussi et une vision dans le jeu qui est intéressante. C'est pas des joueurs élites pour rien. Mais la paire d'arrière, est-ce qu'on a la capacité de la freiner vraiment? Est-ce qu'elle va pas nous faire sauter, nous faire exploser nos défenses? On l'a vu face aux Hawks, c'était un peu délicat par moment. Brunson, il risque d'être exposé en premier rideau. Pour te répondre, les autres vont avoir du boulot, quoi, en fait. On a donc toujours pareil, donc sur cette saison, donc VJ Edgecombe quand il nous a joué, donc lui il a joué les 4 matchs. Ouais, il commence à être là souvent, lui. Hein. Pour presque 38 minutes de temps de jeu. Il l'a tourné à 19 points, 1,3 ballons volés, 1 contre de moyenne sur les 4 matchs. 3,5 passes et 3 rebonds. Donc ça, ce sont ses moyennes contre nous cette saison. Et Tyrese Maxey, lui, sur les 4 matchs... tu parlais de VJ au niveau du compte. De VJ, je compte. Et donc Tyrese Maxey sur les 4 matchs, lui, c'est une moyenne de 30 points. C'est presque 1,3 ballons volés, presque 1 contre, 5,3 passes, 3,8 rebonds et 50% à 3 points. Donc voilà, donc sur les 4 matchs, on a quand même une paire presque
1-2, 1-5, Maxi, Embiid, qui tourne presque à 62 points de moyenne contre nous, avec un petit VJ Comp à côté qui en marque 20, et le dernier, donc Paul George, qui lui en a joué que 3 matchs sur 4, parce qu'après il avait eu sa suspension. Problème de suspension. Et lui par contre, plus compliqué de jouer contre nous. On sent qu'il a OG sur la, sur la truffe. Ouais. Lui cette Tout saison, jeune, le Paul George. lui cette 35 ans, saison, hein, Paul George. sa saison c'est quand même 17 points de moyenne, 5,3 rebonds et 3,6 passes. Contre les Knicks en 3 matchs, c'est 10 points de moyenne. C'est 4 passes, 6,7 rebonds et 28% à 3 points. En 33 minutes. Donc un peu plus compliqué. Un peu plus délicat, mais il sait se montrer utile, intéressant, important. Il a de l'expérience, le Paul George. C'est un joueur, un two-way player. Hein. S'il faut partir sur des missions défensives, il a su le faire par le passé. Donc, faut pas l'enterrer trop vite non plus. On n'a clairement pas une équipe qui est dans la construction type Atlanta. On n'a pas une équipe où il y a de la jeunesse principalement et un vétéran ou deux histoire d'encadrer. C'est plutôt l'inverse. On a des vétérans et un jeune ou deux histoire de dynamiser un petit peu tout ça. Et notamment au niveau du backcourt. On n'oubliera pas qu'il y a du Quentin Grimes. On n'oubliera pas qu'il y a du Kelly Oubre Jr. aussi, qui est toujours Alors délicat. attention, après, au niveau de leur rotation, c'est quand même... Campaign. On l'a vu sur notamment le Game 7. C'est une rotation presque à 7, déguisée à 8. Mais tu as en fait... C'est des playoffs, c'est du Nick Nurse. Bon. Tu as un gros 5 avec Embiid, Oubre, Paul George, VJ Combe et Maxi. Tu as Grimes qui sort. Tu as Drummond qui amène un peu de minutes. Hein, parce que Grimes, il amène 26 minutes. Mais après, derrière, Ogbonna, Edwards et tout, c'était 2 minutes. Hein. C'était 2 minutes. Alors, Alors, entre Bona et Drummond, c'est un peu là où ça se joue en termes de secteur intérieur. Mais ça reste lourd, massif quand même. Drummond, au niveau rebond, oui, voilà, mais il a pu ce qu'il y a, c'est montrer ce qu'au qu'il sait niveau faire. au niveau du temps de, on va dire, de pause des joueurs, pour que c'est quand même très, les rotations sont très restreintes et il n'y a pas tant de profondeur que ça. Il faut pas qu'il y ait un blessé, quoi. Faut pas qu'il y ait un blessé. D'où les séries qui s'enchaînent. On sait aussi que Paul George, des fois, il y a des petits bobos. On sait surtout que Joel Embiid, il y a souvent des bobos, qu'il y a des contacts, qu'il est lourd, que quand il tombe, il fait des dunks un peu de foufou et il le regrette après. Donc si le genou commence à grincer un petit peu, voilà, ça risque d'être plus délicat pour lui. Peut-être que ça jouera en faveur des Knicks, qui ont l'air assez affûtés au niveau physique. Mais voilà, c'est peut-être là où il pourra y avoir un élément bascule, une série avec ou sans Embiid, avec ou sans Embiid sur toute la série. Ça changera la donne, ça changera la philosophie. C'est pour ça que je disais que pour moi, c'est ça doit être une cible offensive. Il faut ça sera un élément clé. Il faut l'attaquer. Alors, il va contrer, il va prendre des rebonds, évidemment. Hein, ça reste quand même... Aller chercher des fautes, évidemment. Un ancien MVP. Mais au vu quand même de son état physique et des blessures qu'il a eues, c'est évidemment, même si on dit quoi, attaquer Joel Embiid, ouais, je pense que c'est vraiment lui qu'il faut cibler. Il faut le crever en fait. Il faut le fatiguer. Il faut l'user. Il faut le fatiguer. Il faut que à un moment donné, coach, faire rentrer Drummond parce que là j'en peux plus, tu vois. Il faut vraiment le cibler. Il faut même le cibler même pour aller chercher des fautes, ça doit être un mec qu'il faut aller chercher. Parce que là derrière... où on a eu une série face aux Hawks où on pouvait jouer sur notre domination à l'intérieur avec un 4 qui pouvait manger du Okongu ou je sais même plus qui était, j'ai un trou de mémoire, les pivots backup. Là, ça risque d'être plus délicat. On va pas avoir une maîtrise, une domination sur ce secteur. Sur le Mohamed Gay. Gay, voilà. Ou Tony Bradley. Ouais, plus Gay dans l'histoire. Mais Marvin. Mais voilà, ça va être plus compliqué. On sait que le jeu d'Enix, il compte aussi beaucoup sur la domination du secteur du rebond. Il va falloir aller les chercher. Ça va être plus délicat. Ça va pas être aussi simple à gérer cette raquette. Le duel des raquettes. Alors, on a un Karl Anthony Towns qui a été très bon, qui est peut-être plus en forme. Il va être, au défi avec Embiid. Embiid qui sait aller chercher des fautes. 4 qui a tendance à faire trop de fautes.
Bon, ça va être un match dans le match, intéressant. Mitch Robinson, on s'en souvient, il y avait eu un accrochage physique qui avait coûté quand même quelques matchs et un bout de saison suivante à Mitch Robinson. Donc il y aura sûrement aussi un petit peu de souvenirs dans tout ça, dans les mémoires et dans les corps. OG Anunoby s'était montré plutôt bon en défense sur Joel Embiid. Voilà, il lui rend quelques centimètres, mais il a la capacité à le tenir sur quelques séquences. Donc on verra en tout cas comment les Knicks se relayent sur Embiid pour limiter son rayonnement sur le terrain, sur ses coéquipiers. Moi là où c'est le secteur qui m'inquiète le plus, c'est effectivement tenir, freiner la production de la ligne arrière. Les ailiers que sont Oubre et Paul George devraient profiter des espaces créés par Embiid et la paire Maxi Edgecombe. Ils seront là pour mettre des points, ils seront là pour aller chercher des points en slashant. Mais ouais, moi ce que je crains, c'est notre capacité à résister au jeu un peu plus up-tempo de la part de Maxi et de Edgecombe, quoi. Mikal, ça va être le moment de te faire pardonner ou quoi, mais de te racheter ou pas, je sais pas. La production offensive, elle sera scrutée, mais la production défensive par rapport à ce backcourt, il va y avoir du boulot, quoi. Il va y Après, avoir du boulot là-dessus, et c'est ce que je crains le plus. Évidemment, il va y avoir du boulot, mais on est au complet. Oui. En 2024, on affronte des Sixers qui, eux, sont complets, et nous, il nous manque Julius, et Mitchell Robinson revenu de blessure, puis a été blessé. Donc, si tu veux... mais est-ce que ces Sixers de 2026 sont pas plus forts que les Sixers de 2024? Oui, et est-ce que ces Knicks de 2024 et qui n'étaient pas au complet sont meilleurs que les Knicks 2026 au complet? Donc, moi, je demande que la série se répète et qu'on se qualifie. Il y a des choses qui ont changé, même si l'importance, les gros les cadres sont encore là. Sont restés les mêmes. D'un côté, tu as eu l'arrivée importante d'un VJ Edgecombe dans cet effectif. Donc ce rookie qui explose tout et qui semble en plus bien jouer dans sa tête et qui là par exemple sur le Game 7 a dit non mais vas-y, moi j'ai mal défendu sur White, je vais prendre Derrick White, et Derrick White a vécu un enfer en deuxième mi-temps face à lui. Donc je pense qu'il risque d'être en mission, lui, sur, je le vois bien dire je veux Brunson, donc attention de ce que ça va donner. Mais de l'autre côté sur les Knicks, on a l'avènement maintenant d'un 4. On a un Mikal Bridges, mine de rien, qui est là aussi et qui peut faire des choses. Mine de rien, oui. Mais ça va être d'autant plus important que c'est sur... qui a pris de l'épaisseur. Donc, et un groupe qui, ça fait maintenant 2 ans, 2 ans et demi, vivent ensemble aussi. Donc, au détail du coach. On a changé de coach, oui. On le sait. Et ça serait aussi malvenu, entre guillemets, que là où Tom Thibodeau avait réussi à passer les Sixers il y a 2 saisons de ça, que Mike Brown n'arrive pas à passer ses Sixers. On le rappelle aussi, Joel Embiid, il n'a jamais passé un second tour de playoff. Il n'a jamais été en finale de conférence. Il n'avait jamais battu Boston, ça a été fait. Peut-être que il n'avait jamais battu Boston aussi, ouais. Bon, donc voilà, ça va être une série intéressante. Peut-être moi je pense plus compliqué, plus difficile que la série face aux Hawks, parce qu'il y a de l'expérience là-dedans. Le groupe a fait peut-être une saison régulière moins plaisante, moins sexy, moins fun que celle des Hawks, admettons. Moins rayonnante que celle des Boston Celtics, moins surprenante. Il y a eu des blessures, des absences. Et finalement, c'est quand même... les Sixers qui ont sorti les Celtics avec l'avantage du terrain à Boston. Donc ça montre aussi la qualité du groupe, la capacité du groupe. Ils ont été chercher un match 7 à Boston. C'est pas rien. Pas rien. Boston, c'est pas la première salle venue. Ils sont remontés d'un 3-1. Ils sont remontés d'un 3-1. Donc si Embiid, comme tu le redoutes aussi, et comme il a pu le montrer, a su causer des difficultés à Boston, méfiance sur Embiid, ça on s'en doute, on le sait, on l'a déjà joué. Est-ce qu'il est en meilleure forme qu'il y a 2 ans? Je sais pas. Est-ce que justement une bonne série, mais lui il dit qu'il est dans la forme de sa vie, qu'il se sent très bien, qu'il est dans la forme de sa vie. Bon. Bien sûr.
Et on sait aussi qu'il a le verbe haut, voilà, c'est un personnage de cette NBA. Peut-être que c'est l'année d'Embiid, peut-être que cette année ils vont en finale NBA, quoi. Oui. Un peu contre toute attente. Mhm. Tout est possible dans cette NBA, on se voit pas plus beau qu'on ne l'est, c'est pas la place de 3ème de régulière qui fait dire ouais, à Non. New York c'est au-dessus. Non, Là, on l'a vu en régulière, il y a eu 2-2 entre ces équipes, on s'est joué aussi en Et- pré-saison. Bon, Et ça vaut notamment, ce que ça vaut. et notamment la dernière confrontation, ben, pour le coup, qui a été un vrai blowout, hein. Voilà, voilà. On les avait sur la dernière confrontation, on les avait défoncés. 138-89, tu vois, déjà. Ça rappelle presque le match 140-89. 138-89. Ouais. Mais Ouais. c'était de la saison régulière, et en face, voilà, il y avait eu, il y avait pas de Paul George, il y avait pas de Embiid. Le 5, c'était Dominique Barlow, Adem Bona, Kelly Oubre, Tariq Maxey et Vijay Ashkong. Et un sortie de banc, C'est pas cette t'avais équipe de playoff qu'on va affronter. et un sortie de banc, t'avais donc Justin Edwards, André Drummond, t'avais Trent Watford, Marjon Beauchamp, le légendaire Knicks. Il y a Voilà. pas mal d'anciens Knicks dans ces Sixers. On pense à Quentin Grimes qui a un rôle un peu plus important. Cam Ouais. Payne aussi, qui Non, il s'est est plus, retrouvé hein. arrivé là-bas. Il Il s'est y fait a couper. été un moment. Ouais, s'est mais il fait a été couper, coupé. mais bon. Il y est plus. Voilà. Et puis bon, le Beauchamp, je sais pas ce qu'il fait Et là-bas en d'ailleurs- ce moment encore. Mais Il a pas d'ailleurs, joué en sur la, playoff. d'ailleurs, sur la confrontation, il devait être blessé, le petit Mais en Cunningham. tout cas, voilà, c'est des équipes qui se connaissent. Il y a une proximité aussi des deux villes. Il nous avait battu deux On le fois. sait bien. Il nous avait battu 2 fois, le 20 décembre et le 4 janvier. Donc 116, Après les deux 107 et 130, 119. Et ensuite, on a pris les 2 matchs, 112, 109 le 24 janvier et 138, 89 sur la dernière confrontation. Sur le match 112, 109 du 4 janvier, là par contre, c'était l'équipe qu'on va rencontrer. C'était Paul George, c'était Embiid, c'était Oubre, c'était Maxey, c'était Edgecombe et c'était Grimes qui sortait du banc. Et on les avait battus 112-109, donc 34-34, 26-30, 30-13 et C'était chez eux. 22-32. C'était à Philadelphie, si je dis pas de bêtises. C'était à Philadelphie. Et on les avait Donc, battus que avec ce soit un OG Anunoby à 23 points, un Jalen Brunson à 31, Mikal 9 points, Hart 9 points, et Towns 10 points en souffrance avec seulement 6 rebonds. En face, Embiid 38 points et 12 lancers francs. Il en avait marqué 9. on va s'attendre à le voir souvent sur la ligne. Voilà, bah oui, bah ça, on le sait, hein, c'est un flopper de première, ça va. Ces gestes exagérés quand il shoot, ça va être. Mais bon, Moi, j'ai attention, pas de problème avec ça. Si on siffle la même chose par rapport au contact que va Après- prendre Karl Anthony Towns, il va falloir que l'arbitrage Après- soit équilibré dans cette histoire. attention, on est maintenant aussi en demi-finale de conférence. Peut-être qu'il y a des choses aussi qui seront peut-être moins sifflées, donc on verra. Oui, Mais et puis att- on a un Karl Anthony attendez-vous- Towns qui prend des contacts aussi. Donc si dans une série, le moindre contact est sifflé sur Joel Embiid parce que c'est un pivot dominant, nanana, bah, il faudra que ça soit à peu près équitable vis-à-vis des contacts attendez-vous que quand prend Kat lorsqu'ils sont réellement présents, quoi. avec une série où Embiid va avoir entre 10 et 13-14 dans ses francs. Hein, Ça risque d'être des matchs qui vont durer longtemps parce qu'il y aura pas mal de temps au lancer franc. Ça, on peut s'y attendre. Voilà. On peut s'y attendre. Mais bon, voilà. Donc la dernière fois qu'on a rencontré des Philadelphia Sixers version playoff avec leur effectif playoff, on les a battus de seulement 3 points. On les a battus, c'est ça qui compte. On les a battus. L'important, c'est les 3 points. Pour finir un petit peu sur cette preview, avant de parler de pronostics, s'il y a un facteur X ou des éléments clés pour que les Knicks gagnent, et inversement, pour que les Sixers gagnent, ça serait quoi, selon toi, les clés de la série d'un côté ou de l'autre? Pour que les Knicks Ouais. gagnent, il faudra quoi ou qui? Il Pour que les faudra, Sixers gagnent, il faudra quoi ou qui? il faudra répondre aux défis physiques de ce qu'ils vont nous proposer. Parce que mine de rien, on l'a dit, leur back courte est extrêmement mobile et Rapide, endurant, donc ça est jeune. véloce. Donc ils vont arriver avec le couteau entre les dents. Comme je disais, maintenant là ils sont dans la position du chasseur, c'est-à-dire que nous on est le chassé.
On est nous, le favori, et donc eux, les outsiders. Donc il va falloir assumer ce rôle. Et eux, le problème, c'est que eux n'ont pas un effectif d'outsiders. Ils ont un très bel effectif de finalistes de conférence. Donc ce qu'il va nous falloir, nous, c'est répondre à ce défi physique et pas tomber dans le piège de Embiid qui va vouloir nous tendre avec ses lancers francs et répondre à ses provocations. Parce que comme tu l'as dit, c'est un personnage qui aime parler, qui aime provoquer, donc à ne pas déboulonner sur ses provocations, à rester sérieux et droit dans ce qu'on veut faire. Et nous, ce qu'il va falloir qu'on garder notre sérieux défensif et notre discipline défensive et ne pas se reposer que sur Jalen Brunson offensivement. Sinon, on va se faire, ça va être très compliqué. Continuer à produire ce qu'on fait là, c'est-à-dire aussi à sortir Embiid de la raquette avec un 4 en tête de raquette, en mode hub, le sortir, qu'on puisse aussi profiter de la puissance physique d'OG Anunoby qui peut leur faire très mal dans cette série parce que un Paul George commence à être vieillissant et même s'ils sont très athlétiques, OG Anunoby aussi est athlétique et voilà. Donc garder cet état d'esprit offensif, notre discipline défensive, ne pas répondre aux provocations de Joel Embiid et il y en aura. Et voilà. Et donc il va y avoir des matchs gagnés, il va y avoir des matchs perdus. Mais il faut surtout rester dans cette optique-là de garder cette ligne de conduite. Effectivement, le jeu collectif d'Enix, c'est ce qui a permis de faire passer ce premier tour face aux Hawks. Aux Hawks, il n'y avait pas un leader prépondérant dans le jeu. Là, il y en aurait deux. C'est une bête à deux têtes, ces Sixers. Il y a le Embiid d'un côté et il y a le Maxi de l'autre. Deux jeux diamétralement opposés. Il va falloir savoir jouer sur ces deux tons, sur ces deux rythmes. Ça va être compliqué, ça va être difficile. Je les voulais pas, moi, les Sixers. Moi, je les voulais pas, les Sixers. Il y a après le facteur, est-ce que la santé, le jeu dur à répétition, ça va pas user Embiid? Moi, c'est entre guillemets, le tendon d'Achille de cette équipe, parce qu'il est fort, mais il peut rompre. Il peut rompre, et le géant si on arrive à... Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça, et puis au-delà du physique, du personnage, du joueur, du gabarit du joueur, c'est un peu ça aussi. L'équipe des Sixers sans Embiid, c'est plus la même. C'est plus la même. La menace, tu peux pas avoir la menace intérieure et extérieure. Sans Embiid, ils étaient menés par les Celtics. Donc il va falloir résister, ne pas tomber dans les provocations, attention à la casse aussi, parce qu'il pourrait y en avoir, parce que c'est un joueur plutôt dirty, et ça, on se souvient. Donc Mitch Robinson qui sera confronté à Embiid par moment. Attention, parce que Mitch aussi est fragile, même s'il nous a fait une très belle saison régulière, qui nous a fait de bons playoffs. Mais voilà, il y aura ça qui va trotter dans la tête. Il y aura du défi physique. Et arriver à contenir ce backcourt. Moi, on le freinera pas, on va pas réduire la production de Maxi. Maxi peut peut-être tourner à 30 points sur cette série, mais il faudra arriver à contenir ça. Donc il va falloir se montrer sérieux, appliqué. Leur profondeur de banc peut être préjudiciable, on verra. Après, Nick Nurse, est-ce que notre banc, nous, va se montrer au niveau? On a eu un bon McBride, on a eu un bon Clarkson dans le registre qu'il s'est produit. Alvarado sur des minutes plus courtes, mais qui peut justement être un petit peu cette peste qui viendra on sait comment en 2024 chatouiller la défense du backcourt. Comment McBride a été très pénible sur Maxi. Donc voilà. Et juste pour un tout petit point stat, Towns sur les 4 matchs contre Philadelphie, c'est 19 points de moyenne, 10 rebonds, à 23% à 3 points. Josh Hart, il a joué 3 matchs contre Philadelphie. Lui, c'est 7 points, 10 rebonds de moyenne et 7,3 passes. Mikal Bridges, sur les 4 confrontations en 33 minutes, c'est 16 points, 5 rebonds, 5 passes. Attention, il aime bien jouer à Philadelphie. Peut-être lui, le Factor X. Et Jalen Brunson, sur ces 4 confrontations, c'est 23 points. C'est 4,8 rebonds, c'est 5,8 passes à 42% à 3 points. Et enfin OG, qui a été le Knicks de la première série, contre les Sixers, il en a joué que 3 matchs pour 35 minutes de moyenne. Et lui, donc, c'est presque 15 points, 5 rebonds, 3 passes de moyenne à 41%, presque 42% à 3 points.
Voilà. Ouais, mais Donc, il a montré qu'il faisait mieux en playoff. actuellement, ouais. On espère voir encore un gros OG sur ce second tour. Voilà, le parcours en playoff ne fait que commencer. L'objectif des Knicks, c'est d'aller en finale. Il va falloir passer cet obstacle, qui est un obstacle plus gros, plus important que l'obstacle des Hawks. Il va falloir se montrer à la hauteur de nos ambitions. Le programme, il commence cette semaine. On aura non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais 4 matchs. 4 matchs cette semaine. Dit autrement, si tout se passe bien, ça peut être terminé. Un sweep, on n'y croit pas. Hein, Spoiler, non. non, on voulait Boston, on voulait peut-être pas Philadelphie. Même, Je voulais pas Philadelphie. Mais voilà, en tout cas, il faudra faire avec Philadelphie. Ouais. Si la série dure, peut-être que ça sera à l'avantage des Knicks. On verra. En tout cas, ils sont un poil plus reposés vu qu'ils n'ont joué que 6 matchs et pas 7. Et qu'ils ont joué le 6e en se reposant un peu. Il y aura 4 matchs. Le premier, c'est dans cette nuit, hein, dans la nuit de lundi à mardi, à partir de 2h du matin. Voilà, il faudra mettre le réveil tôt ou se coucher tard, hein, selon vous êtes plutôt adepte de replay ou de match en live. Le second match, ça sera dans la nuit de mercredi à jeudi. Bah, attends, je suis perdu. C'est le 7. Le 7, c'est quand? Ouais. Le 7, c'est dans la nuit de mercredi à jeudi. Ça sera 1h du matin. Le match 3, ça sera dans la nuit de vendredi à samedi. Ça sera 1h du matin aussi, et le match 4, ça sera dimanche à 21h30 en prime time français. Donc voilà, 4 matchs, 2 matchs à New York, 2 matchs à Philadelphie. C'est presque un derby, hein. C'est-à-dire que c'est plus près Philadelphie que Boston. De toutes les confrontations, je pense qui restent, ce sont les deux équipes qui sont géographiquement le plus près l'une de l'autre. Tu sais très bien, parce que toi, tu as fait le voyage entre les deux. On avait fait, il y a 3 saisons de ça, le déplacement à Philadelphie. Il y avait eu combien de temps Vous aviez mis combien de temps On avait été en bus, car 1h30, 2h, je crois. Donc, voilà. Ça, c'était très bien. Donc, c'est vraiment très proche. Presque les Knicks peuvent presque faire l'aller-retour et dormir chez eux le soir. Bon, ça m'étonnerait. Il y a un pseudo back-to-back, puisqu'il y a un match dans la nuit de vendredi à samedi et dimanche. Donc voilà, nous, fans français, on aura un match samedi dans la nuit et dimanche en soirée. Donc oui, ça peut aussi être un facteur important. Il n'y aura pas beaucoup de déplacements. De toute façon, ça reste la conférence Est. Les Knicks fans seront-ils présents en masse dans la salle de Philadelphie? Visiblement, il y a quelques restrictions pour éviter qu'il y ait de la revente de billets. Embiid a dit si vous avez des problèmes d'argent, vous me demandez, moi je vous dépanne. Doucement, Joël. Joël, il a tendance à s'emballer un petit peu vite. Donc voilà, on verra. Mais faut s'attendre à voir quelques Knicks fans aussi être présents à Philadelphie. Ça va être une série intéressante. On a hâte d'y être. Une série différente. Un petit pronostic sur cette semaine? 4 matchs à jouer. Combien à la fin de cette semaine? 2-2. Pas mieux. Bon, alors le scénario, c'est que ça se passe comment? Après, le scénario, alors je sais pas par où on part, mais je pense qu'il y a 1-1 à la fin au bout des 2 matchs à la maison, et il y a 1-1 au bout des 2 matchs chez eux. Eh ben écoute, on va gagner le premier, mais on va peut-être perdre le deuxième, et puis oui, on va perdre le troisième, et puis on va gagner le quatrième. Voilà, en victoire, défaite, Peut-être une série qui risque de se pousser, mais en tout cas, à l'issue de cette semaine, on n'aura pas sweep les Sixers. Ça serait une surprise. Moi personnellement, je la vois en 7, cette série. Toi, t'as dit Knicks in 6. Bon, bah alors vas-y. Moi, Knicks in 6, voilà. Mais 2-2 à la fin de la semaine, et puis après, on finit le boulot la semaine d'après. Ouais, moi, je la vois en 7, évidemment, en partant du principe que tout le monde est en forme, pas de blessés, important, hein, voilà. C'est-à-dire que si là... tu perds un OG, tu perds un Mitch, tu perds un 4, tu perds un... Bah, ça change la donne. Et en face, tu perds parce qu'on sait très bien qu'on a des Paul George ou des Embiid, notamment, qui sont relativement fragiles aussi. Quoique Paul George, il s'est reposé cette saison. C'était une suspension pour drogue, hein, parce que monsieur... Voilà, playoff puff. mais donc, voilà, c'était pas un problème de santé. Là où Embiid, bon, on sait que sa carrière est plus compliquée depuis quelques temps. Moi, mon Game 7, c'est sous condition que tout le monde soit en forme, hein, évidemment. Donc, mais une série qui devrait durer. Ouais. Et on espère qu'il nous apportera un bon dénouement. On va transpirer. On va rager. On va être heureux.
on va vouloir tout Les playoffs, brûler. quoi. On va dire que notre coach est le meilleur. On va dire qu'il faut qu'il dégage à la fin de la saison. On va, On a dit que c'était le meilleur. on Pour va lui hurler. demander son départ, oui, mais... Mais cette série contre Philadelphie, pour moi, vraiment, s'annonce extrêmement dangereuse et relevée. Et Knicks in 7. Ok, d'accord. Bah, ça serait... Imagine, Joel Embiid, il gagne 2 matchs 7. Ah, C'est l'année des premières. Ces playoffs sont chelous, hein. Donc, attention. plutôt dur à pronostiquer, mais bon, pour l'instant, les Knicks sont au rendez-vous. Les Sixers, c'est un peu l'invité surprise, mais doucement, espérons pas qu'ils gâchent la fête. Voilà, en tout cas, c'est tout pour nous pour la review du premier tour et la preview du second tour. On espère que on verra juste. En tout cas, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, KNF TV, pas de problème. On sera là lundi 18h30 pour un nouveau Avenix Week, l'épisode 157. On espère que les Knicks seront en bonne posture ou au moins à l'équilibre. Vous avez entendu nos pronostics. Et là, Dites-nous en commentaire vos contre toute pronostics. attente, on sweep. sera en train de parler des finales de conférence. Possiblement, c'est Non, un scénario. non, Tout non, est possible, non, tout est envisageable. Ouais. Ça serait curieux. Peut-être que les Knicks seront menés. C'est pas impossible non C'est plus. pas rien. Peut-être que les Knicks seront éliminés. Ah. Un sweep là. Ouh. Bon. Est-ce on que Mike discutera Brown de tout ça. survit à un sweep? Non. Déjà, est-ce qu'il survit à autre chose qu'une qualification en finale NBA? On ne sait pas. La pression est aussi sur lui. Il l'aura forcément sur cette série. Les ajustements seront importants. On va suivre tout ça, on va se régaler. C'est les playoffs. Profitons-en. Profitons du fait que notre équipe soit compétitive, qu'elle joue quelque chose, qu'il y a des enjeux, que c'est des matchs accrochés, que c'est de l'ambiance playoff. Profitons de tout ça. On ne sait pas comment ça va se dénouer, comment ça va se terminer, mais profitons du voyage. Profitons du voyage. Ça risque d'être mouvementé, ça, on vous le dit. Oh, oui, Allez. oui. D'ici là, voisin du dessous, bon courage à toi. Doucement sur les insultes. Fuck Joël. JB. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Allez, let's go Knicks. Ciao, ciao. Et moi, je cherche le jingle de sortie. Il est où? Il est là. Allez, bonne semaine. Ciao.